Donc, exercice numéro 1, on effectue 15 versements répartis ainsi. 5 versements de 1000 euros, 5 versements de 1200 et 5 versements de 1500 euros, le tout à 6%. Calculer la valeur acquise 2 ans après le dernier versement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce schéma-là? Donc, nous sommes ici, nous avons trois versements. Nous avons trois versements de 1000. Donc, si je fais un axe temps, comme ceci, d'accord? Donc là, j'ai 1000. Donc là, j'ai 1000. Les 5 premiers versements s'élèvent à 1000 euros. Ensuite, les 5 versements suivants s'élèvent à 1200 euros. Et ensuite, les 5 derniers versements s'élèvent à, donc ici on a dit 1200. Donc là, 1500. Et là, jusqu'à 15. Et on récupère le capital et les intérêts en N plus 2, c'est-à-dire en 17. Est-ce que ça va? Donc, la valeur acquise 2 ans après, c'est P17 égale 1000 que multiplie 1,06 la puissance 5 moins 1 sur 0,05. 0,06. Donc là, on a bien compris que lorsqu'on applique cette formule, on est exactement à quelle date? À la date du dernier versement. Donc je suis en 5. Donc il faut aller de 5 à 17. Donc il faut placer ça pendant 12 ans. Est-ce que là, maintenant, tout le monde a bien compris ça? Ça, c'est vraiment important. Est-ce que tout le monde a compris cette première écriture? Super. Je passe maintenant au deuxième bloc, c'est-à-dire à ma deuxième série de 5 annuités, ce qui me donne 1200 que multiplie. Alors, que multiplie 1,06 exposant 5 moins 1 sur 0,06. Mais voilà, en appliquant cette formule, je suis à la date du dernier versement. Donc, je suis en 10. Mais je ne veux pas aller en 10, je vais aller en 17. Donc, je multiplie tout ceci par 1,06 puissance 7. Et enfin, je prends ma dernière série, plus 1500, que multiplie 1,06 puissance 5 moins 1 sur 0,06 et le tout fois 1,06 exposant 2. Donc, si je me fie à vos réponses, puisqu'on a 31 000, 15, 0,2. Donc, ça fait 31 000, 15, 0,2 euros. Est-ce que tout le monde a bien compris le raisonnement? Voilà, ça c'est vraiment des outils. Ça c'est vraiment des outils très très intéressants. D'accord? Ça vous donne vraiment beaucoup d'autonomie. Et c'est ça le but recherché. D'accord? C'est ça le but recherché. OK?
Est-ce que ça va? Y a-t-il des questions? Deux capitaux dont le total est de 10 000 euros sont placés l'un à intérêt simple au taux de 10%, l'autre à intérêt composé au taux de 8%. Au bout de 9 ans, ils ont acquis la même valeur. Calculez les montants respectifs des deux capitaux. OK, on y va? Allez, c'est parti. Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a deux capitaux dont on ne connaît pas les montants. D'accord? Donc le premier capital, je peux l'appeler X. Et celui-ci est placé à intérêt simple. Placé à intérêt simple. D'accord? Et le second capital, je l'appelle Y. Et lui, il est placé à intérêt composé. Est-ce que vous me suivez jusque-là? En fait, j'ai deux inconnus, n'est-ce pas? J'ai deux inconnus. La première équation, c'est la somme des deux capitaux égale 10 000. Est-ce que vous me suivez? Donc ça, c'est ma première équation. Maintenant, à vous de trouver la deuxième équation avec la deuxième indication. Et après, vous avez un système à résoudre. OK? Je vous laisse continuer. Ou bien c'est la suite qui vous pose problème? C'est la suite qui vous pose problème? Alors, comment on traduit au bout de 9 ans, ils ont acquis la même valeur acquise? Donc, à intérêt simple, la valeur acquise, c'est le capital placé. C'est le capital placé. Pendant 9 ans, à intérêt simple. Mais le taux intérêt simple, c'est 10%. Donc, ça fait le capital que multiplie le taux que multiplie la durée. C'est ça le placement à intérêt simple. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est la valeur acquise à intérêt simple. Et la valeur acquise à intérêt composé, c'est le capital placé au taux de 8% pendant 9 ans. Et voilà votre système. Est-ce qu'on a compris? Voilà, il ne vous reste plus qu'à résoudre ce système. Je vous laisse faire. Ça me donne donc x plus y égale à 10 000. Donc là, je peux simplifier. Ça me fait 0,9x plus x. Donc 0,9x plus x, ça fait 1,9x. Merci, égale, alors, y multiplié, je vais le calculer après, parce que c'est, voilà. Donc ici, je peux remplacer soit x, soit y par la valeur. Si je remplace x, ça me fait donc, ou plutôt y, ça me fait donc y est égal à 10 000 moins x.
y égale à 10 000 moins x. Donc, ça me fait 1,9x égale 10 000 moins x. Je multiplie 1,08 puissance 9. Alors, en développant un peu ici, ça me fait donc 1,9x égale 10 000 qui multiplie 1,08 puissance 9 moins 1,08 puissance 9 x, ce qui me donne 1,9 x plus 1,08 puissance 9 x égale 10 000 qui multiplie 1,09. 1,08 puissance 9. Je mets x en facteur. Ça fait 1,9 plus... Oui, je ne calcule pas pour avoir le résultat le plus proche possible. Vous voyez, je ne fais pas de calcul ici ni ici. Vous voyez, pour arriver au résultat le plus proche possible. OK. Donc 10 000. Je multiplie 1,08 puissance 9. Et ensuite, ça fait x. Égale 10 000 multiplie 1,08 puissance 9 sur... Et maintenant, je peux entrer ça à ma calculatrice. Alors, si quelqu'un... Donc, le résultat d'Amélie. Amélie, est-ce que vous avez tapé... Est-ce que tu as tapé ça ici? Tout ça? OK, merci. Donc, ça fait 5126,96. Et donc, j'en déduis y égale à 10 000 moins 5126,96. Donc, j'en déduis y égale 4, 0, 5. Après, je vous laisse 4800. OK. Merci. 4873,04. Est-ce qu'on a compris la démarche? OK. OK. Donc, vous voyez, vous avez remarqué ici, il faut toujours qu'on fait des calculs comme ceci, il faut toujours privilégier le moins d'arrondis possible. Voyez. Du reste, c'est plus facile de manipuler des quantités comme ça que de manipuler des virgules. Vous voyez, si vous avez manipulé des virgules ici, ça aurait fait un résultat relativement lourd. Tandis que là, vous avez le résultat le plus proche possible de la vraie valeur de x et de y. OK ? Est-ce que je peux effacer? Oui. Il n'y a pas de question, tout le monde a bien compris. C'est bon? Marquez, vous pouvez faire une capture d'écran. Alors,
Alors, je regarde juste si cette question est faisable. Donc là, je ne vois pas l'intérêt de l'exercice, pour ce qui nous arrange. Pareil. Alors, celui-là. OK. Celui-là est intéressant. Alors ici, nous avons, on vous dit, on place 3 règlements respectivement de 10 000, échéance 2 ans, 20 000, échéance 3 ans et 15 000, échéance 5 ans, par un règlement unique à échéance 4 ans. Calculer le nominal de ce règlement unique. Petit b, question indépendante, soit 3 règlements respectivement de 5 000, 4 000 et 3 000, échéance 2 ans, 3 ans, 4 ans, déterminer l'échéance moyenne de ces 3 règlements. Taux d'intérêt composé, 8%. Allez-y. Donc, on va aborder, alors, avant de continuer, on va donc aborder les taux, taux proportionnels, taux équivalents. D'accord? Donc, je vous laisse lire les définitions que je vais vous expliquer juste après. Donc, deux taux sont proportionnels lorsqu'ils sont proportionnels aux périodes auxquelles ils se rapportent. Donc là, vous avez très bien compris qu'un taux de 6% annuel est proportionnel à un taux de 3% semestriel. Est-ce que c'est bon? Puisque dans un semestre, nous avons une demi-année. D'accord? Est-ce que vous avez compris la définition qui est là? Vous voyez le rapport entre l'année, donc le taux semestriel est égal au taux annuel divisé par 2. D'accord? Le taux mensuel, d'accord, est égal au taux annuel divisé par 12. Tout simplement pourquoi? Parce que le rapport entre l'année et le mois, c'est 1 sur 12. Est-ce que ça va? Donc là, ce n'est pas compliqué. Est-ce que tout le monde a compris la définition qui est là? Donc ça, c'est les taux proportionnels. Maintenant, attention maintenant pour les taux équivalents. Deux taux sont équivalents si appliqués au même capital pendant la même durée, ils produisent la même valeur acquise. Donc, je répète, deux taux sont équivalents si appliqués au même capital pendant la même durée, ils produisent la même valeur acquise. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement ceci. Ça veut dire tout simplement ceci.
si je prends, si je prends un taux annuel IA, donc ça c'est le taux annuel IA, et à côté le taux par exemple semestriel IS, d'accord? Ces deux taux sont équivalents si appliqués, ces deux taux sont équivalents si appliqués au même capital pendant la même durée, ils produisent la même valeur acquise. Ça veut dire que si je prends 1 euro, regardez, si je prends 1 euro que je place pendant un an au taux IA, la valeur acquise est de 1 euro fois 1 plus IA à la puissance 1. Vous êtes d'accord? Ça, c'est 1 plus I. 1 euro placé pendant un an. Je prends le même euro et je le place au taux semestriel. 1 plus IS. Pour que ces deux taux soient équivalents, il faut que le capital placé soit identique, ce qui est le cas, et il faut que la durée de placement soit identique. Là, je capitalise sur un an, là, je capitalise au taux semestriel. Mais pour que la durée soit identique, il faut donc convertir ça et écrire, et voilà les deux taux, la formule de l'équivalence. C'est ça qu'il faut retenir en raisonnement, en fait. Il ne faut pas retenir de formule, il vaut mieux raisonner comme ça. Regardez maintenant, si je prends le problème à l'envers, je prends un euro. Je prends 1 euro que je place pendant un semestre au taux IS. D'accord? Je prends 1 euro que je place au taux IS pendant un semestre. Je prends le même euro que je place au taux IA. Pour que ce taux IS soit équivalent au taux IA, il faut que la durée de placement soit identique. C'est-à-dire que si je prends ici un semestre, ici, il me faut combien? Une demi-année. Est-ce que vous avez compris? Vous voyez, si vous écrivez 1 plus IA, c'est 1 plus IS au carré. Mais si vous écrivez 1 plus IS, c'est 1 plus IA à la puissance 1,5. Il vaut mieux retenir ce raisonnement plutôt qu'une formule. Donc, je répète la définition. Deux taux sont équivalents si appliqués au même capital pendant la même durée, ils produisent la même valeur acquise. Donc, regardez bien comment ça va vite. Si j'écris ici, la lettre va désigner la période. A, annuelle. S, semestrielle. T, trimestrielle. M, mensuelle. Regardez. Regardez. Si j'écris, regardez bien, j'écris 1 plus IS. Et là, j'écris 1 plus IM. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut? Donc là, le membre de gauche, je ne touche pas. Le membre de gauche, il reste tel que. Qu'est-ce qu'il faut écrire ici pour que IS soit équivalent à IM? Autrement dit, je veux trouver un taux semestriel équivalent au taux mensuel. Donc ici, je vais mettre quelle puissance? Prenez le micro si vous voulez parler. Vous pouvez parler. Je vais mettre quelle puissance? Attention, Amélie, semestriel, mensuel. Voilà, puissance 6. Et voilà. Et vous avez la relation. Et donc, à partir de là, vous tirez IS. Est-ce que ça va? C'est bon? Donc là, si j'écris maintenant,
Si j'écris IT, et là j'écris 1 plus IA, qu'est-ce que je mets ici? Voilà, non pas 4, non pas 3, un quart, parce qu'un trimestre, c'est un quart d'année. Attention Laetitia, il ne faut pas confondre le trimestre et le mois. Vous comprenez le raisonnement ou pas? À mon sens, c'est mieux de raisonner comme ça plutôt que d'apprendre une formule toute faite. Donc, si j'écris ça, par exemple, si j'écris ça, ah zut. Si j'écris ça, par exemple, bon, à titre d'exercice, je vous donne le tableau des taux, n'est-ce pas? Et je vous demande de les convertir, d'accord? Donc, je vous donne la lettre et je vous demande de me trouver l'équivalent, ok? Donc, je vous donne par exemple un taux annuel de 8%. Il faut me trouver le taux mensuel équivalent, le taux trimestriel équivalent. Je vous donne un taux trimestriel de 2%. Il faut me trouver le taux semestriel équivalent et le taux annuel équivalent. OK? Allez-y. Alors, on peut donc corriger rapidement. Donc ici, j'attends vos calculs. Donc ici, on me demande le taux mensuel. On me demande donc le taux mensuel équivalent. Pardon. On me demande le taux mensuel équivalent au taux annuel. Donc j'écris 1 plus IM égale 1,08 exposant 1 sur 12. Et donc IM égale à 1,08 exposant 1/12 moins 1. Et ça fait donc, ça fait 0, je vais peut-être le faire si vous n'avez pas de calculatrice. Alors 1,08 exposant, alors 1 divisé par 12 moins 1. Donc ça fait du multiplié par 100. Et donc ça le fait en pourcent du 0,643%. D'accord? Donc ça fait du 0,643. Est-ce que ça va? Voilà, c'est ce que me donne Laetitia. OK. Donc ça, c'est le taux mensuel. Maintenant, si je veux le taux trimestriel, j'écris 1 plus IT égale 1,08 exposant un quart. Pourquoi? Parce qu'un trimestre, c'est un quart d'année. Donc je fais 1,08, 1,08 puissance 1 divisé par 4 moins 1. Moins 1 multiplié par 100 pour avoir en pourcent, ce qui fait 1,94%. OK? IT égale à 1,94%. Est-ce que ça va? OK. Ensuite, on me donne plus bas, on me donne un taux trimestriel et on me demande le taux semestriel équivalent. Donc, on me donne un taux trimestriel.
Donc, taux trimestriel, on me demande le taux semestriel équivalent. Donc, j'écris IS, là je le fais directement. Ça fait 1, 0, 2. Et un semestre, c'est tout simplement 2 trimestres. Est-ce que ça va? Ce qui va me donner en pourcent 1,02 au carré moins 1. Bon, 1,02 puissance 2 moins 1, ce qui donne 4,04%. Est-ce que ça va? Juste pour avoir un ordre d'idée, pour ne pas vous tromper. En fait, pour savoir si vous avez bon, on me donne un taux trimestriel de 2%. Et le taux proportionnel, est-ce que tout le monde a compris que semestriel, ça ferait 4%. Le taux proportionnel, ça fait 4%. Donc, en fait, quand vous cherchez le taux équivalent, lorsque vous montez en période, vous trouverez un taux équivalent légèrement supérieur. Mais lorsque vous avez un taux annuel de 8% et que vous cherchez le taux trimestriel, vous divisez le taux annuel par 4, ça fait 2%. Donc, le taux trimestriel proportionnel, c'est 2%. Eh bien, le taux équivalent sera légèrement inférieur à 2%. Vous avez compris l'ordre d'idée? Lorsque vous descendez en période, le taux proportionnel est légèrement supérieur au taux équivalent. C'est pour ça que les banques, vous savez, quand on contracte un emprunt individu, lorsqu'on contracte un emprunt individu, d'accord? Donc, la banque, elle va afficher un taux d'emprunt. En général, la banque, elle affiche un taux annuel. La banque, elle vous dit, on vous prête, vous pouvez contracter un emprunt au taux annuel de 2,4%. Vous me suivez? Mais quand vous contractez un emprunt pour un achat immobilier, par exemple, vous allez rembourser tous les mois. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc, financièrement, si la banque faisait les choses proprement, elle devrait convertir ce taux annuel en un taux mensuel, mais équivalent. Vous comprenez ce que je dis? Elle devrait convertir ce taux annuel en un taux mensuel équivalent. Mais si elle le convertit en un taux mensuel équivalent, elle va trouver un taux légèrement inférieur. Elle va trouver un taux légèrement inférieur au taux proportionnel. Est-ce que c'est bon? C'est la raison pour laquelle la banque, elle ne va pas appliquer le taux mensuel équivalent, mais elle va appliquer le taux proportionnel équivalent. Parce qu'elle va dégager un peu plus d'intérêt. Vous avez compris? Hormis le fait qu'il est plus facile de calculer arithmétiquement ou par calcul, il est plus facile de calculer un taux proportionnel parce qu'une division par 12 est plus facile à faire qu'à la puissance 1 sur 12. Mais ce n'est pas du tout pour cette raison, parce que les banques ont des moyens de calcul. Mais elles le font parce que le taux proportionnel est toujours légèrement supérieur au taux équivalent. Est-ce que vous avez compris? Mais financièrement, par mesure d'équité pour l'emprunteur, il faudrait qu'elle ait plutôt recours au taux équivalent, ce qu'elle ne fait pas. Est-ce que ça va? OK. Donc là, on vient de trouver le taux semestriel équivalent. Et maintenant, le taux annuel équivalent, j'écris IA
Donc 1,02. Une année, c'est 4 trimestres, moins 1. Et donc là, je vais trouver le taux équivalent annuel. Donc ça fait 1,02. Alors 1,02. 1,02 puissance 4 moins 1 multiplié par 100, ce qui fait un taux annuel équivalent de 8,24%. OK? Voilà. Alors, l'année prochaine, on verra ce qu'on appelle les taux continus quand on abordera les options, etc., etc. Mais déjà, ça, c'est très important pour cette année. D'accord? OK. Donc, un emprunt de 100 000 euros est remboursé en 10 annuités. Chacune des deux premières vaut Y. Chacune des 4 suivantes vaut 2Y. Et chacune des dernières vaut 3Y. Calculez Y, sachant que le taux nominal est de 12%. Alors, donc voilà ce que ça donne. Donc si on fait notre petit schéma, là vous m'arrêterez. Si on fait notre petit schéma, alors, voilà ce que ça donne. J'ai ceci. Je suis ici. Donc j'ai d'abord, combien des premières? Il y en a combien? Deux. Deux qui font Y, c'est ça? Attendez, je n'ai pas le retour. Je n'ai pas l'énoncé sous les yeux. Alors, je n'ai pas l'énoncé sous les yeux. Si vous voulez juste... Oui, les deux premières, c'est Y. Voilà, merci. Voilà, je n'ai pas l'énoncé sous les yeux parce que j'ai coupé le partage. Alors, les deux premières, c'est Y. Oui. OK. Donc, 1, 2. Ensuite, il y en a 3. En plus, les 4 autres, c'est 2Y. Alors, il y en a 4 qui font 2Y. Voilà, donc 2Y. OK. Et le restant, donc il en reste combien? Donc, ça fait 6. Il en reste 4. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça, pour 3Y. Qui font 3Y. OK. Et le montant de l'emprunt, on a dit que c'est combien? 100 000. 100 000. Et le taux d'emprunt? 12%. 12%. OK. Alors, très bien, faites attention. Lorsqu'on va appliquer, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Lorsqu'on applique notre formule d'actualisation, rappelez-vous la formule d'actualisation d'une suite de n annuités constantes, c'est V0 égale petit a 1 moins 1 plus i à la puissance moins n sur i. Cette formule-là, elle nous conduit toujours, on est d'accord, elle nous conduit toujours une période avant la première échéance. Vous vous rappelez de ça? On a bien traité le cas. On a envisagé toutes les possibilités. Première échéance dans 1 an, première échéance dans 3 ans, première échéance tout de suite. Oui ou non? Oui, on a vu. D'accord. OK. Donc ici, je vais appliquer ma formule, j'en ai 2. Là, j'en ai 4 et là, j'en ai 4. Donc si j'applique ma première série, donc j'écris 100 000 égale. Et j'actualise. Je prends mes deux premières. Vous êtes d'accord avec moi que là, par défaut, je finis directement ici.
Donc, si j'écris y, 1 moins 1,12 à la puissance moins 2 sur 0,12. Pour les deux premières, il n'y a rien à faire. C'est bon? Je passe aux 4 suivantes. J'ai 4 annuités de 2y. Donc, ça me fait 2y, 1 moins 1,12 puissance moins 4 sur 0,12. Mais lorsque j'applique cette formule, je suis à quelle date? Lorsque j'applique cette formule, je suis à quelle date? Ah non. Ah non, Farida, je suis en 2. Je suis 1 an avant 3. Est-ce que ça va? En fait, cette formule, elle me conduit une période avant. Donc, si je veux aller en 0, j'actualise sur 2 ans. Si vous ne comprenez pas ça, il faut me le dire. C'est vraiment l'essentiel. Comme je vous l'ai dit, l'objectif de ces séances, c'est que vous gagnez en autonomie. Vous soyez capable de démonter n'importe quelle situation. Est-ce que tout le monde a compris ces 2 premières écritures? Ces 2 premiers termes? Oui, non? Oui? OK. Alors, la troisième série, ça me donnerait quoi alors? La troisième série, plus 3y. Et là, qu'est-ce que je fais? Là, je suis à quelle date? Là, je suis à quelle date quand j'applique cette formule? Très bien. Je suis une période avant 7, je suis en 6. Est-ce que ça va? Donc, si je veux aller en 0, je multiplie par 1,12 exposant moins 6. Donc, en fait, après, c'est plus du calcul arithmétique. Donc, après, ça fait du 100 000 égale y plus 2 fois multiplié par plus 3 fois et voilà. Il ne me reste plus qu'à rentrer tout ça à la calculatrice. Et pour trouver y, il suffit de faire 100 000 divisé par tout ça. Est-ce que ça va? C'est bon? Alors, si quelqu'un veut bien se dévouer et me dire combien ça fait tout ça, si quelqu'un veut bien se dévouer et me dire combien ça fait. Merci. C'est Amélie qui me dit 8969,24. 8969,24. Alors, 8969,24. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre. Ah, Laetitia n'a pas pareil. Laetitia, elle a 9407,03. Ben, écoutez, je vais vous mettre d'accord. J'aurais aimé que vous trouviez toutes les deux le même résultat. Donc, je vais essayer de faire ça. Donc, on a dit 1 moins
1,12 puissance moins 2 divisé par 0,12 plus 2 fois 1,12 puissance moins 4 divisé par 0,12 multiplié par 1,12 puissance moins 2. J'espère ne pas me tromper non plus. Hein. Ah, zut. Voilà. Ah, j'aurais dû prendre ma TI parce que c'est... Voilà. Moins 2 plus 3. Je ne sais pas si je suis à la... Je suis pas à la même hauteur. Voilà. Bon, je vais arrêter la séquence pour pas que ça fasse trop long. L'honneur est sauf. Confirmation, c'est bien la bonne réponse. Donc 8969,24. Ah, décidément, je n'ai pas été bon non plus. OK. Alors, donc là, on a dit donc, on avait écrit que Y facteur de donc 1 moins 1,12 puissance moins 2 sur 0,12 plus le suivant 2 fois 1 moins 1,12 puissance moins 4 sur 0,12 que multiplie 1,12 exposant moins 2 plus 3 fois 1 moins 1,12 puissance moins 4 sur 0,12 et ça actualisé puissance moins 6 et tout ça égale à 100 000. Et en divisant Y par tout ce crochet, en fait, combien il fait le crochet pour ceux qui l'ont calculé? Est-ce que quelqu'un a la réponse de tout ça? OK. Donc, 11, OK, merci, 11,15. Et d'où Y égale donc 8969,24. OK. Très bien. Je peux effacer. OK. Allez. Alors, exercice suivant. Un emprunt est remboursable au moyen de 5 annuités comprenant chacune intérêt et amortissement. Les montants et les échéances de ces annuités sont les suivantes, A1, A2, etc. L'amortissement contenu dans la dernière annuité s'élève à 5 000 €. Calculez le montant initial de l'emprunt. Allez, allez-y. Donc ici, nous avons un emprunt de 100 000 €. Donc, durée de l'amortissement 16 ans, taux d'intérêt 9%. Les 15 premières annuités sont égales chacune à 12 000 €. La 16e est d'un montant différent. Calculez le montant de la 16e annuité. Présentez les deux premières lignes et la dernière ligne du tableau d'amortissement. Calculez le montant de la dette encore vivante après paiement de la 11e annuité. Allez-y. Alors, on va donc corriger déjà le petit a.
Donc, regardez bien, nous avons un emprunt de 100 000 euros. La durée de l'amortissement, 16 ans. Le taux, 9%. Nous avons 15 premières annuités de 12 000 euros chacune. La 16e est d'un montant différent. Calculez le montant de la 16e annuité. Alors, je vous corrige déjà celle-ci et je vous laisse faire la suite. Alors, donc voilà ce que ça donne. Alors, on y va. Alors, l'énoncé. Nous avons donc emprunté 100 000. Il faut bien comprendre. Regardez le schéma. En fait, on a déjà vu ce cas-là, puisqu'on a abordé quasiment tous les cas. Vous avez effectivement le schéma suivant. Vous avez emprunté ici 100 000. 0, j'ai 100 000. J'effectue 15 versements. J'effectue 15 versements de 12 000. Et le 16e versement, il est inconnu. Est-ce que ça va? Ça, c'est le schéma. Ça, c'est le schéma. Donc, l'objectif, c'est de trouver le montant de l'annuité restante. Comment dire, le trouver à 16, pardon. L'objectif, c'est de trouver la 12e annuité. Pardon. Le montant de la 16e annuité. D'accord? Alors, on a vu ce schéma-là. On va donc ici se placer là. Regardez bien. Donc là, je vais calculer la dette restant due. Dette restant due immédiatement. Donc, dette restant due immédiatement après le 15e versement. D'accord? Dette restant due immédiatement après le 15e versement. Regardez la dette. Je prends mon capital de 100 000 euros. Admettons que je le place pendant 15 ans à 9%. Donc, 100 000 euros placés à 9% pendant 15 ans me rapporte 100 000 que multiplie 1,09 puissance 15. Est-ce que vous êtes d'accord qu'en appliquant cette formule, je suis à cette date? Il faut bien me suivre. Hein. Encore une fois, tout est un problème de raisonnement. C'est ça que je veux que vous vous appropriez, d'accord? Donc, la valeur acquise par ces 100 000 pendant 15 ans me conduit à la date 15. Est-ce qu'on est d'accord? OK. Maintenant, je prends mes 15 annuités. Lorsque j'applique la formule et que je cherche la valeur acquise par ces 15 annuités de 12 000 euros, la valeur acquise, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est la valeur acquise par les 15 annuités. Mais cette formule, elle me conduit à quelle date? À la date du dernier versement. Donc, cette formule-là me conduit exactement à la même date que cette valeur-là. Eh bien, la soustraction des deux, c'est votre dette. Est-ce que ça va? La différence des deux, c'est la dette.
Et donc là, je pense l'avoir calculé. Alors, je reprends ma calculatrice si je ne l'ai pas effacée. Donc, non, ce n'était pas tout à fait ça. Alors, c'était, ah oui, c'était alpha x. Et donc là, je vais trouver ma dette égale 11 917 11 917,25. Est-ce que tout le monde a compris que le capital restant dû en début de 16e année, c'est 11 916,25? Ça, c'est le capital restant dû. Hein. Est-ce qu'il y a une question là-dessus? C'est très important de comprendre ce que veut dire ça. Mais attention, on me demande le montant de la dernière annuité. Rappelez-vous, quel que soit le mode de remboursement, la dernière annuité est toujours égale au dernier amortissement. La dernière annuité est toujours égale au dernier amortissement que multiplie 1 plus I. Vous êtes d'accord qu'on en a parlé de ça? D'accord. Attention, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la dette restant due en début de 16e année est tout simplement égale, cette dette-là est tout simplement égale au 16e amortissement? Est-ce que ça va? Puisque le dernier amortissement va rembourser la dette. Donc, cette valeur-là est bien égale au 16e amortissement. Par conséquent, ma dernière annuité, donc la 16e annuité, est égale au 16e amortissement multiplié par 1,09. Et si on fait ce calcul, on trouve bien 12 989,80. Est-ce que vous avez compris le raisonnement? Est-ce que vous voulez que je reprenne des éléments? Et on peut tester, regardez bien. Est-ce que je peux effacer cette partie-là et reprendre le problème à l'envers? Vous allez bien comprendre. Est-ce que je peux effacer ça? Regardez. En théorie, si je prends les 15 premières annuités, regardez bien, si j'actualise les 15 premières annuités, d'accord, ça c'est les 15 premières annuités. La valeur, ça me mène en 0. Et à ça, je rajoute la 16e annuité que je vais actualiser. Eh bien, si je fais ce calcul-là, je retrouve l'emprunt. Est-ce que ça va? Voilà.
Vous avez compris le schéma? Hein? Si vous actualisez ces 15 annuités et vous actualisez la 16e, vous retrouvez normalement, bien sûr à une décimale près, parce que j'ai arrondi ici, hein, j'ai arrondi ici, vous trouverez bien sûr une valeur très proche de 100 000. Est-ce que ça va? Donc ça, c'est juste à titre de vérification, si vous voulez. Et puis, ça nous permet aussi de raisonner. Allez, je vous laisse finir l'exercice. Je vous laisse finir l'exercice. C'est-à-dire donc, c'est-à-dire présenter les deux premières et la dernière ligne du tableau, et ensuite calculer le montant de la dette encore vivante après le paiement de la 11e annuité. OK, allez-y. Donc, on va corriger. Alors, les deux premières lignes, je pense que ça va aller vite. Et la dernière question, oui, donc présenter les deux premières lignes et la dernière ligne, puis calculer le montant de la dette encore vivante après paiement de la 11e annuité. Voilà. Donc, alors, on va dire ceci. Donc, pour les deux premières lignes, il n'y a pas trop de problème. Donc là, je vais simplement garder cette valeur. Je vais garder ce montant, 16e annuité et dernier amortissement. Donc ça, c'est important. Alors, mon tableau d'amortissement pour les deux premières lignes. Alors, pour les deux premières lignes, c'est capital restant dû. Donc, l'échéance, donc 1, 2, et puis on va passer à 16. D'accord? Voilà. 1, 2 et 16. Alors, donc ici, j'ai le capital restant dû. C'est un peu juste. Alors, capital restant dû. Donc ici, j'ai l'intérêt. Ensuite, j'ai l'amortissement. Et ensuite, j'ai l'annuité. Donc là, 12 000. 12 000. Pour la 16e, 12 989,80. Le dernier amortissement, 11 917,25. La dette restant due en début de 16e, 11 917,25. Et l'intérêt, il faut multiplier ça par 9%, ce qui me donne 11 917,25 fois 0,9, ce qui me donne un intérêt de 1072,55. D'accord? Ça, c'est ma dernière ligne. Pour ma première ligne, on doit 100 000. 9%, ça fait 9 000. Est-ce que ça va? Par soustraction, ça fait 3 000. Est-ce que c'est bon? Donc, le capital restant dû ici, 100 000, 99 700. Non. 97 000. 80. 17 000. Ouais, c'est ça. 97 000. Merci.
Alors, fois 9%, donc ça fait du combien? 0,09, ce qui fait du 8730. Et par soustraction, 3270. Voilà. OK. Donc, ça, c'est la réponse à la question, petit b. Ensuite, on me demande quelle est la dette restant due après le versement, après le paiement de la 11e annuité. C'est ça? D'accord? Donc, le capital restant dû après le paiement de la 11e annuité. Il y a plusieurs façons pour le faire. Il y a 2 façons ou 3 façons pour le faire. Donc, on peut adopter le même schéma que tout à l'heure. Donc, la dette, c'est le capital placé pendant 11 ans. C'est bien immédiatement après le 11e versement, c'est ça? C'est ça? Oui, oui. Donc, 100 000 placés pendant 11 ans, moins les 11 premières annuités. Et là, ça me fait la dette. Ce qui donne une dette de puissance 11 moins 12 000 qui multiplie ce qui me donne une dette de 47 316,12. 47 316,12. On peut le faire autrement. Vous me suivez ou pas? On peut le faire autrement. Regardez. Là, je suis en 11. J'ai versé la 11e. Je l'ai versée. On cherche la dette ici. Il m'en reste combien à verser? Il m'en reste combien? 5. Vous êtes d'accord? Il me reste 5 annuités à verser. La dernière, la 16e, elle fait combien? 12 989,80. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, c'est ma dernière annuité. Et les 4 autres, elles font 12 000. Est-ce que ça va? C'est bon? Donc, la dette, c'est tout simplement la valeur actuelle de ce flux. Donc, normalement, si je ne me suis pas trompé, la dette, c'est la valeur actuelle des 4 premières annuités. Donc, vous faites 12 000. Non, j'ai de la place parce que sinon, il va me gêner. Alors, donc la dette, ça fait donc 12 000. Si quelqu'un peut vérifier en même temps, 1 moins 1,09 puissance moins 4 sur 0,09 plus la dernière annuité ramenée en 11. Est-ce que vous avez compris ce deuxième raisonnement? Alors, je vais quand même vérifier que ça donne la même chose. J'espère que oui, parce que sinon, ça va nous retarder pour... Alors, puissance moins 4 divisé par 0,09 plus 12 989,80 multiplié par 1,09 à la puissance moins 5. Et ça fait pareil, d'accord? Voilà. Et ça fait exactement pareil, ça fait 47 000. Ça fait bien 47 316,12.
Donc, l'intérêt, encore une fois, c'est de bien pouvoir naviguer, de pouvoir manipuler les formules dans tous les sens. C'est ça l'autonomie dont je parlais précédemment. Est-ce que vous avez compris? Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, puis donc à la prochaine, si vous voulez bien.